Hello tout le monde, c'est Race4Fun. On se retrouve pour la sixième partie de la série Débuter en MTT, les bases à connaître pour bien débuter en tournoi. Du coup, on s'était arrêté à gestion de son stack, stratégie début, milieu de tournoi. Et j'ai fait la première partie du coup de ce chapitre. Et maintenant, on fait la deuxième partie, donc la bulle et la table finale. Sachant qu'il y a des choses entre, mais voilà, j'ai décidé plutôt de parler de la bulle, de vite fait après la bulle et de la table finale. Sinon, on en a pour des siècles et des siècles. On peut pas tout voir tout le temps. Mais voilà. Du coup, on va avoir la stratégie à l'approche de la bulle selon notre stack. Et la stratégie en table finale, comme je l'ai dit, avec l'ICM. L'ICM va être très important à maîtriser. Et on bosse jamais assez l'ICM. C'est très compliqué. Et voilà, on va voir un peu comment ça impacte les tables finales. Du coup, à l'approche de la bulle, il y a plusieurs stratégies selon notre stack et selon les stacks adverses. Donc soit nous sommes le chip leader de la table, et il y a des joueurs entre 13 et 30 blindes contre qui nous allons pouvoir mettre une grosse pression ICM. Donc ICM, pour ceux qui ne savent pas, ICM c'est en gros notre stack vaut de l'argent et c'est calculé, l'ICM calcule ça en fait, combien notre stack vaut au moment où vous êtes, combien notre stack vaut d'argent par rapport aux places payées, etc. Contre qui nous allons pouvoir mettre une grosse pression ICM en relançant et sur-relançant, donc ça, abondamment. Donc ça, si on est chip leader, c'est le cas qu'on préfère évidemment. On couvre tout le monde ou presque tout le monde. On peut agresser les gens, ils peuvent pas trop se défendre. Donc voilà, on peut abuser de la bulle. Petite précision sur la bulle, les bulles ne sont pas du tout les mêmes selon les sites. Sur Winamax et PokerStar par exemple, il y a souvent des centaines, voire des milliers de joueurs, donc les bulles où il y a, je sais pas, 150, 200, 250, 300 payés, c'est forcément pas les mêmes que sur des rooms comme Unibet ou Party Poker, où il y aura plutôt 50, 40, 30, voire 20 payés selon les tournois. Bon, il y en a quelques-uns où il y a 100 payés aussi, mais du coup, l'effet bulle est pas le même. C'est-à-dire que, en gros, je peux vous parler de Winamax. Winamax, par exemple, il y a 200 places payées. On va dire que la bulle, elle est à peu près 10% au-dessus des 200 places payées. Donc, l'effet bulle, c'est pas la bulle même, mais le moment de bulle, c'est à 220 joueurs, par exemple, s'il y a 200 payés. Donc, on va faire attention à ce qu'on fait à partir de là. Parce qu'il y a pas mal de joueurs, et plus il y a de joueurs, plus il y a de chances qu'il y ait des busts, donc des éliminés, par des setups, donc des coups inévitables, ou des spews, donc des coups, des erreurs des adversaires. Et voilà. Sur Party Poker, quand il y a des items à 15, 18 ou 24, forcément, si on est par exemple à 24, si on est 30, c'est pas encore vraiment la bulle. On va être la bulle à 27 par exemple. Et ça va être beaucoup plus long parce qu'il y a beaucoup moins d'adversaires qui peuvent bust en fait. Et ils vont beaucoup plus faire gaffe à l'item. Du coup voilà. J'en étais où? Ouais, soit nous avons un stack médian, donc là on a parlé du cas du chip leader, donc c'est le rêve évidemment, on peut agresser tout le monde. Ouais, petite précision sur Winamax, les tournois KO sont souvent semi-turbo en 6 max d'ailleurs, mais en tout cas la bulle éclate très vite, donc parce que quand c'est KO, en fait les gens envoient souvent tapis. Et vu que l'ITM est plus petit, parce qu'un KO sur Winamax, par exemple un 10 euros, l'ITM sera à 10 euros, alors qu'en non KO, l'ITM sera à 15 euros. Donc les gens privilégient plus, se disent bon c'est un peu moins important la bulle, donc ils privilégient plus les bounties, etc. Et du coup, souvent on peut prendre un peu de temps et en quelques mains jouées, il y a 20, 30, 40 busts et on est item quoi. Donc ça il faut prendre ça en compte aussi quand vous jouez sur Winamax. Du coup, on a parlé du chip leader. Si on a un stack médian, la stratégie va plutôt être de tenter de voler au bouton, au cutoff, si les blindes ont entre 15 et 25 blindes environ. Après, ça dépend des profils, hein. Il y a des profils qui vont s'en foutre un peu de la bulle, il y en a qui vont beaucoup trop défendre, il y en a qui vont pas du tout assez défendre. Le but, c'est de repérer un peu les profils.
on peut pas trop faire le malin si on a un stack médian, c'est-à-dire si on est par exemple le troisième ou quatrième de la table à 8 max, mais on va open au cut-off bouton si les mecs, si on les couvre derrière et que du coup c'est eux qui ont la pression ICM, donc ils devraient beaucoup moins défendre vu qu'on approche de la bulle, etc. Soit nous sommes dans des short stacks et la stratégie va être de folder jusqu'à que la bulle passe. C'est souvent frustrant de savoir que tel profil n'arrête pas de nous mettre la pression et de ne pas pouvoir se rebeller. Ça, c'est la question de l'ego, hein, mais si vous avez trop d'ego au poker, vous ferez rien de bien, donc il faut faire attention. Mais si votre stack vous permet normalement de faire ITM à l'approche de la bulle, ce n'est pas le moment d'avoir de l'ego, voilà, je l'ai marqué. Folder gentiment et ne relancer ou surrelancer à tapis qu'avec des très bonnes mains. En effet, même si vous avez 12, 15 blindes, même 8 blindes de temps en temps, si vous êtes vraiment très très proche de la bulle et qu'il y a beaucoup beaucoup de monde qui ont moins que vous, bah en fait, en ne bougeant pas, vous allez très souvent faire ITM. Donc l'idée c'est de resserrer, resserrer, resserrer votre range, de faire tapis qu'avec des très bonnes mains, parce que justement il y a de l'ICM, c'est-à-dire que votre stack vaut de l'argent à ce moment-là, et c'est pas le moment de faire le con et de se dire bah je suis au bouton, j'ai roi 8 off, j'ai roi 6 suité, c'est dans les tableaux, j'ai 12 blindes, je shove. Non, 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 ça, pas à la bulle, il y a trop d'ICM, donc faut bien, bien, bien resserrer. Faut vraiment faire attention. N'hésitez pas, bon, c'est ce que je fais, c'est pas agréable pour les joueurs, je suis d'accord, mais si vous êtes là pour jouer mais gagner de l'argent, et faire ITM, c'est pas un problème en soi. Enfin, beaucoup de monde le font de plus en plus de toute façon. C'est de prendre du temps avant de jouer. Peu importe votre main en fait. Si vous prenez du temps, par exemple, il y a 10 tables, et vous prenez du temps à votre table, et disons deux autres tables prennent du temps, et les autres jouent beaucoup. Bah, il y a beaucoup de chances que le temps que vous grattez, entre guillemets, il y a des busts aux autres tables, parce que ça joue plus vite, etc. Et du coup, il y a encore plus de chances de faire place payée. Et un petit argument aussi qui va dans ce sens, c'est que psychologiquement, en fait, quand vous prenez beaucoup, beaucoup de temps avant de jouer, en fait, une partie des gens vont se dire, bon, lui, il est vraiment serré, il veut faire l'ITM, etc. Et du coup, quand vous faites tapis, parce que bah, de temps en temps, vous devez faire tapis même à l'approche de la bulle, si vous avez une main légitime, mais bon, qui n'a pas 100% de chance de gagner, évidemment. Ben, en fait, ce qui va être bien, c'est que, en théorie, vous avez une image plus serrée qu'en pratique. Vu que vous avez pris du temps, pris du temps, pris du temps, dans leur cerveau, enfin, le cerveau de beaucoup de personnes, ils vont se dire, bon, lui, il veut vraiment faire item, donc s'il fait tapis, il a vraiment une très bonne main, donc je peux folder telle main, telle main. Voilà, ça marche pas pour tout le monde, etc. Mais évidemment, parce qu'il y en a qui s'en fichent de ça, mais voilà. Ça, on peut aussi le faire quand il y a des gros paliers, mais on va en reparler un petit peu après. Quand il y a des gros paliers à 30, 20, 15 left, si on tank un peu et qu'on est short et qu'on push, il y a aussi deux, trois stratégies possibles. Mais voilà, pour renforcer notre fold équité en fait, parce que souvent on veut faire fold plutôt que qu'être call. Tant qu'on n'est pas call, on ne buste pas. Mais bon, ça on en reviendra après, parce que de temps en temps il faut prendre des risques quand même. Donc voilà, à la bulle, il faut vraiment, vraiment pas se rebeller si vous n'avez pas le stack pour ça. Il faut faire attention à l'item, il faut pas sous-estimer, surtout sur Winamax, la bulle qui approche rapidement, parce que les gens bustent beaucoup, beaucoup, surtout que les structures sont assez rapides, donc beaucoup de gens se sentent short stack, se disent bon, on est à 30 places de la bulle, c'est encore loin, la bulle c'est que à 5 places de l'item, etc. C'est pas totalement vrai, selon le nombre de fields, la bulle est pas la même en fait. Et du coup, je vous ai sélectionné quelques exemples. Donc ici, main 104, 277 payé, 295 left, donc là voilà, on est proche bulle. Ici, proche bulle, on a un problème avec cette main. Le problème c'est que 16 blindes as valet off, c'est censé être un tapis profitable. Mais vu qu'on approche de la bulle et que 16 blindes, alors déjà il y a plusieurs stratégies en une, et que 16 blindes en fait c'est pas mal à ce moment-là,
Enfin, c'est pas mal dans le sens où bah, déjà vous voyez que lui par exemple a moins que moi, lui a presque autant que moi, mais il y a beaucoup de monde qui ont beaucoup moins que moi ici. Donc ici, en foldant tout, enfin en foldant tout, je vais pas le laisser mourir à deux blindes, j'aurais pas besoin, mais en foldant quelques mains et en passant à 10-11 blindes, je ferai item, hein. Donc faut le savoir. Donc ici, il y a deux stratégies possibles. Il y a faire tapis, qui est EV+, mais en termes d'ISEM, qui n'est pas génial, dans le sens où on approche de la bulle, et bah, on prend un risque de perdre. Donc c'est, on va dire, le bas de ma range de shove, même avec cet ISEM. On va dire que si on était 5 places, à 5 places des payés, je ferais tapis avec moins de mains encore. Je folderais à ce valet. Mais là, on peut dire qu'on peut faire tapis. Maintenant, on peut aussi relancer selon les profils, selon la table, etc. Mais ce qui risque d'arriver, si on a un bon joueur ou un joueur qui comprend la bulle, justement, qui comprend l'ICM, etc., en fait, c'est que, merde, on va relancer ici. Parce que relancer en soi n'est pas mauvais. La plupart du temps, c'est pas mauvais. On peut faire tapis, mais la plupart du temps, relancer selon votre niveau technique et selon le niveau technique des adversaires, etc., la table, les stacks. On peut min raise ici encore avec 16 blindes. Mais du coup, on peut s'exposer à ceci. Donc il nous surlance ici. Et on peut juste rien faire ici. En fait, il aurait même pu faire 5 blindes et demi maximum. L'idée c'est que, alors si ça se trouve, il avait une main très très forte. Mais c'est pas sûr. L'idée c'est que ici j'ai 16 blindes, on approche de la bulle. Ici, s'il comprend que je vais raise fold beaucoup de mains, parce que même si mes mains, je vais pas relancer beaucoup de mains ici, je vais raise fold beaucoup de mains quand même, justement à l'approche de la bulle. Donc ici, il peut me mettre ce qu'on appelle un 3-bet levier. Donc levier sur notre stack, ça veut dire que ici, normalement, je dois faire tapis ou je dois fold. Je ne peux pas vraiment call. Bah en fait, ça va marcher très souvent. Et là, je peux pas vraiment faire grand chose parce qu'il faut que je sois sûr qu'il soit ce genre de joueur à 3 bêtes, bah justement pour me mettre la pression à la bulle. Et il faut qu'il soit dans le cas où il est light. Parce que sinon, bah, s'il est en value, je suis derrière. Donc voilà, j'ai foldé. Parce que en fait mon stack vaut trop d'argent à ce moment-là, même raise fold, c'est un peu chiant effectivement, mais ça vaut trop d'argent ici. Ça vaut. Faudrait calculer, mais c'est très compliqué à calculer, mais c'est un buy-in 5 euros, l'item est à 7,50. Si je bouge pas, je prends les 7,50 et si je bouge et que je perds, bah, je perds 5 euros. Donc voilà, il y a une belle différence et faut pas avoir de l'ego ici. Alors on peut se dire que j'aurais dû shove pour faciliter ça, pour pas me faire surrelancer, etc. Et du coup raise fold, ça va dépendre ça va dépendre évidemment de ce que je pense des joueurs adverses et de la probabilité que les gens m'exploitent par rapport à ça, etc. Mais en tout cas, c'est une main très difficile à jouer avec 16 blindes proche bulle ici. Je pense que faire tapis est mieux si je considère qu'il y a un joueur comme Sauce Curry qui est capable de me mettre la pression ici. Mais souvent, sur des petits buy-in, ils vont pas le faire et du coup, on peut quand même open. Mais il faut faire attention. Donc, tout ça pour dire que le pouvoir de la bulle m'a fait raise fold As Valet, qui est quand même une bonne main avec 16 blindes, hein. Ok, un autre exemple, là on va regarder plusieurs mains. C'est ici. Donc ici, on a 1, 2, 3 river qui bust sur cette main, 78e avec 66 payés. Donc là, il y a moins de joueurs item, mais on peut considérer qu'on est quand même proche bulle ici, hein. On est du coup, quand il bust, on est à 11 places des payés. Donc il va falloir faire gaffe. On va voir un peu s'il y a des stratégies intéressantes à faire par rapport à la bulle. Bon, là, il colle un roi de suite, je suis pas très fan, mais bon, peu importe. Ok, donc là, on a 16 mains à voir. Donc là, de toute façon, on a une mauvaise main, mais là, je pense que lui devrait faire tapis très souvent ici contre Big Blind qui est short, parce que certes, il est short, mais ouais, c'est compliqué parce qu'on n'a pas les stacks de tout le monde, mais il y a quand même des chances qu'il y ait quand même pas mal de joueurs en dessous. Surtout sur un 20 euros parce que les mecs veulent vraiment faire item, surtout enfin, sur Winamax parce qu'ils n'ont pas forcément l'habitude
de faire ITM, enfin d'y prendre un peu ces 20 euros. Pas tous, évidemment, il y a pas mal de bons joueurs, mais voilà. Donc, selon s'il est vraiment l'un des short stack ou pas, on peut shove ou pas. Mais je pense qu'il pourrait shove beaucoup. Là, par exemple, il peut faire tapis énormément de mains, justement à cause de cette bulle, enfin cette bulle qui approche. Parce que moi, concrètement, mes 14,6 blindes ici, enfin 13,6 blindes restantes, ici je suis sûr que si je bouge pas, je fais la bulle, dans le sens où si je fold et que j'ai 8, 9, peut-être 10 blindes encore, je sais pas, selon l'avancée, selon combien de busts il y a rapidement. Mais voilà, je ne serai pas mort dans le tournoi, je ne serai pas bien non plus. Mais voilà. Donc ici, il sait que je vais fold énormément de mains. Et il attaque big blind et pas small blind. S'il faisait tapis sur small blind, ce serait un peu moins bien, mais là, il vise vraiment big blind. Donc là, il peut faire tapis avec beaucoup de mains. Ça ne veut pas dire qu'il avait une main légère, hein, mais c'est très possible. Là, je fais une erreur. C'est-à-dire que j'ai limpé, j'ai tenté de limp, et en fait, bah ici, concrètement, on approche de la bulle. Je ne veux pas bust, enfin, il ne faut pas que je bust. Euh, donc je limp, je tente, mais il fait tapis, ce qui est très souvent, ce qui est très logique. Mais si j'ai décidé de le faire, c'est que je pensais qu'il le ferait pas tout le temps. Mais bon, ici il faut vraiment que je fold, faut même pas que je tente de limp. Il faut que j'accepte qu'on est proche bulle et que je peux plus vraiment jouer. En théorie aussi, proche bulle, selon les stacks post-flop, ça va jouer safe aussi, pas mettre de gros stacks, parce que, enfin, de beaucoup de blindes au milieu, parce que justement, faut faire attention à la bulle. Il y a de la bulle de l'ICM pré-flop et post-flop. Là, pareil. Là, pour le coup, je pense qu'on est très proche bulle. On n'est plus à 12 left de la bulle. On doit être 5 left de la bulle, un truc comme ça. Entre 5 left et 1 left, quoi. Parce que Roi-Valet, je fais tapis quand même, même si on est proche bulle sans l'être, quoi. Donc si on est à moins de 5 joueurs de la bulle, je le prends pas, mais sinon c'est quand même une bonne main, quoi. Et on a de la folle d'équité. Là, rien à dire. Ok. Là, je ne défends pas parce qu'il y a l'ICM post-flop. Normalement, je dois call ici. Et si je touche quelque chose, je check raise avec un tirage quinte, un tirage couleur même backdoor, une deuxième, une troisième paire, une top paire, on y va. Mais là, en fait, si je touche si je touche, je suis obligé de check shove et du coup de risquer mon tapis et du coup de bust. Effectivement, on va pas fold 2 as pré-flop, hein, mais il faut un maximum éviter les spots où la stratégie va être de check raise à tapis et du coup une partie du temps on va être call, une partie du temps on va perdre, etc. Là pareil, si c'était pas la bulle j'aurais fait tapis. Pareil ici, là vraiment c'est assez choquant, c'est-à-dire que là c'est sûr que je suis très 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 proche de la bulle, sinon je fais quand même tapis, hein, faut pas déconner. Mais bon, euh, que je suis très très proche de la bulle et qu'il y a plusieurs mecs qui sont plus short que moi, hein. Sinon il n'y a pas trop de sens à ce que je dis, hein. Là je peux pas défendre, sinon c'est un call pour check shove ou donc bet all-in avec la moindre gut shot, la moindre petite équité ici, il faudrait y aller. Donc là c'est un fold. Et ici on est ITM. Comment je le sais? Tout simplement parce que j'y suis allé alors qu'avec paire de 7 j'y suis pas allé. Je me suis pas dit bon, paire de 2 ici on est au bouton, j'ai 6 blindes. Non. Non. Ici il y a deux choses à dire. Il y a deux choses à dire sur cette main. C'est que déjà on est ITM c'est sûr. Et en plus il y a un nouveau palier. Donc c'est allé très vite les bustos comme souvent. Et il y a un nouveau palier. Pourquoi je le sais? Parce que ici je fais tapis -1. Et en fait quand je fais ça, l'idée c'est que je suis prêt à partir à tapis. Donc j'engage presque mon tapis. Mais je sais qu'il y a un palier juste après, donc dans une, deux ou trois places. Et en fait ce qui se passe c'est que si quelqu'un me fait tapis ou me colle, j'ai encore du temps pour réagir. Et du coup ce temps va me permettre d'attendre et peut-être de gratter des paliers. Des joueurs qui ont perdu à côté entre temps. Parce que je n'ai pas engagé mon tapis. Si j'engage mon tapis et que quelqu'un colle, et que je perds, ça va être rapide. Alors que si j'engage presque mon tapis et que quelqu'un colle ou fait tapis, j'aurai beaucoup de temps encore, j'aurai 30 secondes plus mon time bank pour réagir. Et du coup, souvent, régulièrement, ça me permet de prendre un palier
donc que des autres joueurs aux autres tables perdent et soient éliminés. Et du coup, ça crée de l'EV en fait. C'est juste EV+ de faire ça. Et bah évidemment, je peux doubler, hein, je peux doubler, mais bon. Que j'ai deux As ou que j'ai deux deux ici, je fais pareil, hein, ça, je tiens à le souligner. La stratégie, enfin, même si j'ai deux As, je peux perdre. Et de toute façon, si on peut prendre un palier en faisant tapis de la même manière, juste en enlevant un ou deux jetons, enfin, pour qu'on puisse reparler après, c'est juste de lever de gagner. Donc, je vous conseille de faire ça en fait. Dès qu'il y a des paliers qui arrivent, qui sont très proches, hein, ça sert à rien. Si le palier il est de 15 joueurs, si vous faites tapis -1, bon, il n'y a pas 15 joueurs qui vont perdre dans la même main que vous, hein, donc voilà. Ok. Du coup, voilà, les stratégies. Bon, c'est dur de chercher, de trouver des tournois où j'étais chip leader ou etc. J'ai pu open et je sais que c'est la bulle parce que il faut que je vois les gens qui ont perdu, à quelle place ils ont perdu, etc. Ils perdent pas forcément à ma table et du coup c'est compliqué d'avoir 15 000 exemples de bulles en fait. Mais voilà, j'espère que ça vous aura éclairé un peu sur les façons de jouer la bulle. Et maintenant, on va parler de... Alors, est-ce que j'avais fini? Oui, oui. Non, j'ai pas marqué de truc, mais une fois item, donc en place payée, donc une fois, voilà, là, la paire de deux jouée. En gros, une fois item, beaucoup de short stack vont souvent partir à tapis car ils n'ont plus trop la pression. Forcément, une fois item, par exemple, un 5 € l'item sera à 7,50. Le palier d'après sera à 8 € peut-être, 8,50. En général, c'est même pas 8 € hein, voilà, mais c'est des tout petits paliers, donc on s'en fiche un peu. Les gens, ils sont contents d'être item, ils veulent monter en stack maintenant ou bust, et voilà. Donc il y a beaucoup de bust assez rapidement. Donc éviter de trop open sur les shorts, donc éviter de trop open sur les short stacks, genre quelqu'un qui a 12-13 blindes et qui vient de passer l'item, si vous le relancez, il y a des chances qu'il fasse tapis beaucoup plus qu'avant. Parce qu'avant, il était en mode ouh là, je resserre, il y a la bulle qui arrive, etc. Là, c'est bon. Donc son objectif souvent va être de monter un stack. Donc il fera tapis un peu plus souvent. Donc, plutôt attendre un peu que la vague de bust avance, enfin, se finisse justement. Et après, on pourra de nouveau jouer à peu près normalement. Donc, les paliers sont souvent très petits. Jusqu'au 20, 15, 10e place, ça dépend évidemment des tournois, ça dépend de la room et évidemment du nombre de joueurs qu'il y avait, etc. Mais voilà, en général, les paliers sont pas très importants à la 50e place, à la 40e, à la 30e, à la 20e. Voilà. Selon les tournois, voilà, une 15e place, enfin, entre 16 et 15, il y a un palier et ça vaut pas mal, etc. Mais voilà, donc il va falloir faire attention, mais bon, le but en tout cas entre, je sais pas, la 150e place payée et la 20e place, c'est de monter un stack. Donc d'oublier l'ICM parce qu'il sera petit, parce que les paliers seront très petits, et essayer de monter un stack pour la table finale où il y a le plus gros de l'argent, quitte à perdre un peu plus souvent 50e ou 30e en prenant un peu plus de risques. Donc voilà, s'il y a des spots où vous vous dites ah fait chier, je suis loin dans le tournoi, j'ai pas envie de bust, etc. C'est pas la bonne manière d'aborder le tournoi, parce que votre but normalement c'est déjà de bien jouer, de jouer comme il faut, et de prendre en compte l'ICM aussi. Et l'ICM, il est vraiment en très très fin de tournoi, donc voilà, souvent à la TF où il y a les gros paliers, et où il y a l'argent, donc c'est pas très grave de bust, je sais pas, s'il y a 1000 joueurs, de faire 30e, parce que vous avez fait un tapis, vous avez pris un spot de 3 bet shove light contre bouton qui open trop, et que vous avez perdu, bah c'est pas très grave, votre move était bien, vous avez perdu, tant pis. Enfin, souvent vous ferez pas TF quoi. Donc une fois ITM, faut essayer de monter un stack. Vraiment, hein, c'est important. Moi-même, régulièrement, j'oublie un peu ça. Enfin, c'est pas que j'oublie un peu ça, mais il y a des spots où je prends pas assez de risques parce que je me dis je suis loin, etc.
je veux pas bust maintenant, blablabla. Et c'est pas des bons arguments. Le bon argument, c'est tu veux monter un stack, tu veux pouvoir avoir un gros stack pour la demi-finale, pour mettre la pression sur les autres, etc. Pour avoir un bon stack pour la TF, pour potentiellement, si ça se passe bien, prendre l'argent au top 5, au top 3, et voilà. Parce que le but, surtout sur Winamax, ou sur les gros fields en tout cas, bah, la plupart du temps, l'ITM ou même faire 20e ne servira pas à grand chose, ne changera pas grand chose. Par contre, faire, je sais pas, faire 10 fois 25e et 2 fois top 3, ça va être beaucoup plus rentable que de faire 12 fois 10e, quoi. Donc ça, il faut prendre en compte. Et du coup, faut essayer de monter un stack. Ok. Stratégie en table finale selon notre avantage ou non en stack, selon les profils adverses, qu'ils soient réguliers, si c'est des récréatifs, s'ils sont scary, dont scary veut dire qu'ils ont peur de perdre, peur des paliers, des enjeux, et ils se disent oh il y a un gros palier. Enfin comment dire, c'est pas genre c'est normal hein, de réagir comme ça, de se dire il y a un gros palier, je veux pas perdre, etc. Ou Spewy, donc Spewy c'est quelqu'un qui va pas prendre en compte l'ICM et qui va faire un spew ICM. Donc par exemple, un exemple tout con, quelqu'un qui... Par exemple, on est 6 à table, on est 6 à table en table finale, par exemple. Il y a le chip leader, il y a le deuxième chip leader, il y a deux mecs à 8 blindes, et vous avez 30 blindes et les chip leaders en ont 50. Bah, si vous jouez un 50-50 pour risquer votre stack alors qu'il y a deux mecs à 8 ou 10 blindes, je sais plus ce que j'ai dit, vous faites ce qu'on appelle un énorme spew ICM, c'est-à-dire que votre stack vaut beaucoup d'argent à ce moment-là, parce que bah, les autres, vu qu'ils ont peu de stack, normalement ils devraient prendre un risque et une bonne partie du temps perdre quand même. Donc en gros, en bougeant pas, vous faites, si vous avez 30 blindes et que il y en a deux qui en ont 50 et qu'il y en a deux qui en ont 8, il y a quand même beaucoup de chances qu'en bougeant pas trop, vous fassiez top 4. Ouais, j'ai oublié un joueur, hein, parce que deux chip leaders, un au milieu et deux derrière, ça fait 5. Mais bon, vous avez bien compris l'exemple, j'espère. Donc top 3 plutôt, du coup. Dans l'exemple avec 5 joueurs. Mais voilà. Donc il faut faire attention à ça. Notre position, celle des autres, selon l'ICM. Et voilà, faut vraiment penser au profil. En table finale, la stratégie va dépendre de beaucoup de facteurs. Si vous êtes 1 sur 3, 1 sur 9, 3 sur 9, 5 sur 9, 7 sur 9, 9 sur 9, y a-t-il des short stacks ou des gros stacks à votre droite, à votre gauche? Ça peut changer pas mal de choses. Quel profil ont les joueurs à table? Ont-ils conscience de l'ICM? Donc ça, c'est toutes des questions qu'il faut se poser et qui sont importantes. Qui sont vraiment importantes. Ouais. Je savais bien que j'allais faire une bêtise. Ok. Non. Non, non, non. Voilà. Donc, on était là. Et c'est ceci que je voulais montrer. Ok. Donc, on va voir TF-MS5. Je sais plus si c'est celui-là. 287. Est-ce que c'est celui-là? Oui. Ok. Donc là, on va voir plusieurs choses concernant l'ICM. Donc, encore une fois, il faut prendre en compte qui est un joueur gagnant, qui est un joueur perdant. Donc pour ça, vous avez Charscope. Qui a perfé récemment, etc. Combien est leur mise moyenne? Plein d'infos. Plus d'infos vous avez, plus vous pouvez bien jouer et plus vous pouvez adapter votre stratégie aux autres. Il faut regarder quoi? Lui est short stack, ok, il a 5 blindes. Lui a 12 blindes, lui a 14 blindes, lui a 18 blindes, ok, 22, 28, 31, 31. Donc ici, alors, encore une fois, là, je vais parler juste de l'ICM rapidement, on entrera un peu plus dans les détails après. Mais l'ICM rapidement ici fait que nous, on a le stack médian avec lui et lui, pardon. Donc nous trois, on est dans le même bateau, on va dire, on a la même pression, etc. On a le même stack pratiquement. Lui est le chip leader, il couvre tout le monde et de beaucoup.
lui et lui ont un stack très compliqué à jouer. Eux deux limite encore plus, et lui a un stack simple à jouer, c'est-à-dire que lui est très short stack, et normalement s'il ne bouge pas, ben s'il ne se bouge pas, qu'il prend pas de risque, il va juste se laisser mourir et faire 9ème en fait. Donc ici, alors, sans prendre en compte le fait qu'il y ait des bons joueurs, des mauvais joueurs, etc. Ce qui devrait se passer normalement, c'est que lui et lui ne devraient devraient être très serrés tant que lui n'a pas doublé au bust. Lui et lui, j'ai envie de dire pareil. Pareil, limite pire, parce que eux, on a une avance sur lui et lui aussi. Donc en théorie, ils ne devraient pas prendre de risques tant que eux 3 n'ont pas bust ou doublé, voilà, que la situation n'a pas changé. Moi, Hunter Ace et Jessure, normalement, on peut jouer un peu, on peut mettre la pression sur lui, tant que lui est short. Et du coup, bah, une fois qu'il a bust, faut voir qui a pris ses jetons, etc. Et ça rechange. Par contre, lui peut nous mettre la pression à nous qui avons le plus à perdre. En soi, on a le plus à perdre parce que justement, on a un bon stack et on est loin devant les autres. Donc ici, il devrait pas nous laisser faire en fait. Donc faut vraiment bien choisir ses stacks, ses spots. Et je sais plus qui j'ai oublié. Non, c'est tout. Hein. C'est tout. Et du coup, oui, ce qui devrait se passer, c'est que nous, on va open, par exemple, au bouton contre 2. Au cutoff, est-ce que je peux... Non, au cutoff, non. En théorie, en combat de blinde, par exemple, lui devrait nous laisser des spots, ou s'il limp, on va pouvoir relancer souvent, parce qu'il a beaucoup à perdre. Ensuite, moi, je peux pas trop open, par exemple, à cette position, je peux pas trop open, et lui mettre la pression à lui, parce que lui peut me la mettre la pression. Ici, vraiment, si j'open 2,2 blindes, il est censé me faire 5,5, 6 blindes et je ne peux rien faire ou très peu jouer parce que j'ai beaucoup trop à perdre. Donc encore une fois, ça c'est de la théorie de l'ICM, on va dire, qui n'est pas en corrélation avec le niveau des joueurs. Donc faut penser quelle est la stratégie normalement qui doit être adoptée, comme vous voulez. Et en fonction de ça, bah, du coup, en fait, voir en fait, selon les profils, selon les infos qu'on a, Charscope, etc., bah, qui va vraiment comprendre l'ICM et vraiment jouer l'ICM. Et souvent aussi, il y en a qui vont pas prendre la bonne stratégie parce qu'ils ne comprennent pas exactement l'ICM. Donc ça aussi, il faut pas oublier. Mais voilà, du coup, alors moi j'ai tendance, dès que je suis en TF, alors j'ai les Charscope, j'ai Charscope Hud qui me permet de les avoir en direct, mais là je les ai pas du coup, vu que je suis pas en direct. Mais je vais chercher les payouts qui sont ici, si je dis pas de bêtises, j'espère que c'est les bons. Juste vérifier un truc, pardon pour le spoil, mais ok. 287. Ok. 287, s'il vous plaît. Ok. Du coup, j'ai les paliers. Donc les paliers, ça fait le 9ème prend 164. Je vais vous montrer. 9ème prend 160. Ouais, bon, c'est un spoil du coup, c'est pas grave. 9ème 164, 213, 280, 370, 500, 670, 900, 1250, 1750 plus ticket. Alors je me souviens plus quel ticket c'est, si c'est un 50 ou un 125, il me semble qu'à l'époque c'était un 125. Mais bon, on va considérer que c'est un 50. Et on va aller sur Poker ICM Calculator. Donc c'est pas un truc payant, hein, vous pouvez avoir accès à ça, vous tapez ICM Poker / ICM Calculator. Et en fait c'est un calculateur d'ICM. Et comment ça marche? Tout simplement, on va mettre les paliers ici, les payouts. Donc 1753 pour plus ticket 50, on va dire, ça fait 1800. Le deuxième, 1260. Le troisième, 915. Et en fait, ça va, selon notre stack, on va rentrer les stacks après. Et selon notre stack, en fait, ça va nous dire
ça va nous dire combien notre stack vaut en argent à ce moment-là. C'est-à-dire, s'il y avait un deal à 9, combien normalement on devrait recevoir. Ok, je mets les stacks, donc pour pas me perturber, je l'ai mis sur l'autre écran. Donc le chip leader a 56,8 blindes. Ensuite, 31,6 blindes, c'est moi. 31,2 blindes, ok. 28,6 blindes. Ensuite, 22,6 blindes. 17,9 blindes. 14 blindes. 12,9 blindes. Et 5,1 blindes. Donc déjà, normalement, il y a un truc qui peut vous choquer, qui va arriver. C'est-à-dire que lui, il a beau être dernier, de loin, etc. Et du coup, être souvent, souvent se dire qu'il va faire 9ème pour 164, vous allez voir que même lui, alors c'est une estimation, hein, mais je pense que ils vont donner en ICM genre la 7ème place. On va voir. Même un petit peu plus. Un petit peu plus. Donc là, 321, alors que qu'il est censé faire 9ème souvent. En fait, l'ICM calcule avec les probabilités de faire 9ème, plus les probabilités ou fois, je sais plus exactement, mais il y a un calcul, avec les probabilités de faire 8ème, de 7ème, etc., etc., sachant que s'il double, il revient à hauteur de lui, s'il double, il revient là, etc., il a de l'avenir. Bon, évidemment, c'est pas le plus probable, mais bon. Ce qui veut dire que même en étant short stack ici, en théorie, son stack vaut quand même pas mal d'argent. Mais bon, vu que les autres, enfin, s'il se laisse mourir, il sera pas à 5 blindes, il va passer à 2 blindes, une blinde, et il y aura pas de bust. Les autres vont attendre qu'il bust, normalement. Mais voilà, du coup, pour parler de l'ICM, par exemple, moi, mon stack, il est là. Ben, mon stack vaut un peu moins entre la 4ème et la 3ème, mais voilà. Entre la 4ème et la 3ème place, mon stack vaut. Alors que je suis 2ème. Mais en soi, vu que j'ai beau être 2ème, je vais pas tout le temps faire 2ème. J'ai des chances, une petite chance de faire 9ème, une un peu plus grande chance de faire 8ème, une un peu plus grande chance de faire 7ème, etc. etc. Et voilà, tout combiné, ça fait 820 €. Donc en gros, normalement, si on deal ici, si on partage à 9, je prendrai 820 €. Je vous avoue que a priori je signe, hein. A priori je signe à ce moment-là. Mais bon, on dîne jamais, on ne deal jamais à 9. En soi, 6, 17,06. Donc toutes les dates antérieures du coup. Du coup, donc 06 c'est juin, hein. Donc je vais voir ce que je voyais au moment du tournoi. Donc je mets tous les pseudos, MRA91, hop, hop. Je mets Trompetman, hop. Alors je crois que si vous n'avez pas d'abonnement Sharescope, vous avez le droit à 5 recherches maximum. Mais c'est déjà intéressant. Mais du coup vous aurez
directement. Donc lui, par exemple, pas grand-chose à dire, il a fait que 1000 tournois en, en 2 ans et demi, donc a priori un récréatif.
de regarder exactement qu'est-ce qui est le mieux à faire. Donc lui peut mettre la pression à tout le monde, encore une fois, ça n'a pas changé, lui est très très short. Donc normalement, tous devront overfold encore bien plus qu'avant, parce que lui a vraiment 3 blindes, il est mourant là. Hunter Ace qui open, bon. Moi à la place de Ice Coffee, il y a une partie du temps où je le surlance ici. Parce que c'est assez bizarre. Bon, a priori, Hunter Ace, il me fait pas une belle impression. Emra non plus, mais Emra, je le savais. Donc Emra fait tapis ici, il doit faire tapis vraiment avec que des très bonnes mains, normalement, hein. Peut-être qu'il le fait pas, mais en tout cas, il devrait, parce que lui est très short, lui est short. Donc son stack vaut beaucoup d'argent, encore une fois. Tapis payé, ok, ça double. Ça change pas grand-chose, sauf que lui a le même stack maintenant. Tapis, ok. Donc lui, encore une fois, doit être très armé normalement, mais bon. Si vous voyez la fréquence des tapis, vous commencez à douter que les gens sont vraiment armés, hein. Tapis payé, je pense que c'est un bon call, As-Dame ici. Ça bust. Donc là, en termes de stratégie, ça n'a pas changé grand-chose. Eux sont très short, donc nous, on a beaucoup à perdre. Lui, il est dans le même bateau. Lui, il s'est détaché, donc il a le même stack que lui. Donc normalement on va subir tant que eux deux sont là, et malheureusement la plupart du temps c'est ce qui va arriver. Bon bah s'il y a un setup entre les deux c'est tant mieux. J'ai fold roi dame off pour plein de raisons. La première c'est que j'ai 19 blindes, je peux vraiment rien faire ici. Si j'open, il y a normalement au moins une chance sur deux qu'un des deux me 3 bet. Parce que je peux rien faire ici, j'ai beaucoup de pression ICM. Lui et lui ont moins que moi, donc mon stack vaut beaucoup d'argent. Et je ne peux pas me permettre de prendre un gros risque ici. Donc je vais raise fold énormément si je raise. Et le fait que E3 ait les mêmes stacks fait que en soi ils ont un peu moins de pression. Ici je fais tapis quand même. C'est un tout petit détail, mais il a un peu plus que E2. Un peu plus que lui surtout. Même en foldant il a un peu plus que lui. C'est un petit détail, mais qui souvent a un petit peu d'importance. De toute façon, c'est ok de shove, hein, mais parce qu'il va quand même fold pas mal, sachant que les deux autres ont le même stack que lui, donc s'il y en a un qui peut faire une erreur, il peut prendre un palier. Donc là, je peux pas open, encore une fois, parce que eux deux vont me 3 bet, donc je suis obligé de fold. Ça, c'est les stratégies qu'il faut penser avant de voir, bon, j'ai un as au cut-off, est-ce que j'open? C'est les stratégies un peu compliquées. Ici, vraiment, c'est très très compliqué parce que si je relance encore une fois, je vais me faire surlancer très souvent et j'ai beaucoup d'ICM. Donc ici, je pense que la meilleure solution c'est de faire tapis. Je peux pas folder As valet suité, c'est quand même une trop bonne main, même avec l'ICM, je pense. Enfin, je pense, je l'avais vérifié, hein, mais voilà. Je vais pas faire tapis avec beaucoup de mains, mais As valet suité quand même, quoi. Sachant que les gens vont très très souvent fold, hein, je vais pas faire tapis avec n'importe quoi. Là, pareil, je suis censé défendre en temps normal, mais vu qu'il y a beaucoup d'ICM, là c'est de l'ICM post-flop. L'ICM post-flop fait qu'en fait, on va pas pouvoir subir l'action et lui va nous la faire subir. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que la plupart du temps, je colle, je check fold. Une partie du temps, je colle, je check fold turn. Une autre partie du temps, je colle, je check call flop, je check call turn et je check fold river. Et très 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 rarement, je vais au bout parce que j'ai fait deux paires et que je peux plus fold. Et bon, donc l'énorme majorité du temps, je perds juste des blindes parce que je ne peux pas agir bien avec mon As-3 off à ce moment-là parce que je ne peux pas me permettre de perdre avant eux. Donc je dois fold pré-flop pour éviter ça. Ok. Donc lui est très très short, lui devrait rien open. Il a 8 blindes de toute façon, je vois pas ce qu'il open, mais même il devrait fold énormément parce que lui a 4 blindes. Donc c'est assez bizarre. Lui, encore une fois, s'il fait tapis, genre sa range devrait être genre paire de 9 minimum et peut-être As valet suité quoi. Vraiment, faut être très serré ici. Parce que lui est short. As-Dame, la même chose, hein. Lui a beau être très très short et j'ai beau avoir plus que As-Dame, on y est quand même, quoi. On prie pour pas être call ici, hein. Vraiment, faut avoir conscience de ça. Évidemment qu'on a une bonne main, mais évidemment qu'on veut pas être call, parce que même si on est call, la plupart du temps, on sera pas call par une main très faible déjà, donc on sera souvent en flip en fait, et jouer un flip ici, c'est désastreux.
Parce que comme je l'avais dit à la précédente vidéo, les jetons perdus valent pas autant que les jetons, valent beaucoup plus que les jetons gagnés. Ici, doublé, évidemment, doublé, si je double ici, je passe à 33 blindes. Bah c'est cool. Mais par contre, si je perds, bah je perds l'équivalent enfin beaucoup d'argent parce que justement, si je bouge pas, je prends ces paliers, en tout cas celui-là dessus. Et voilà, je prends souvent au moins un des deux autres paliers, donc ça vaut beaucoup d'argent ici. Et doubler vaut pas autant d'argent que perdre en fait. Roi 3 As Dame, ok. Alors en termes d'ICM, qu'est-ce qui a changé? Ben, pas grand chose, hein. Il y a un short de moins, mais en tout cas moi je peux pas bouger pour le moment. Voilà, lui, je sais pas ce qu'il a, mais il peut. En tout cas, moi je peux pas bouger, lui non plus, donc il peut faire tapis avec pas mal de mains sans trop risquer qu'on colle en fait. Bon, As-9, c'est légitime en plus. Qu'est-ce qui a changé? 8 blindes, 8 blindes, ils ont le même stack. Bon, lui, open, il fait un peu n'importe quoi, mais je peux toujours pas bouger. Ok, donc lui est repassé devant, donc normalement lui devrait pas bouger, mais vu qu'il fait des bêtises, il y a moyen qu'il fasse ça par exemple. Bon, As-Dame en soi, c'est un setup, mais. Ok, maintenant encore une fois, hein, ça c'est des TF où bon bah t'es obligé de subir. T'es obligé de subir parce que j'ai pas monté de stack, j'avais un stack intéressant, hein, j'étais troisième au début. Non, même deuxième je crois. Égalité avec le troisième on va dire. Mais j'avais un bon stack. En plus, enfin, ce qui fait aussi que bah, en n'ayant pas bougé, bon j'ai fait tapis 2 fois, j'ai pas été call, en n'ayant pas bougé, je suis 5 left. Si je bouge, il y a moyen que je fasse 6, 7, 8, 9, 9e quoi. Donc c'est l'ICM et bon, j'avais pas 15 000 spots intéressants non plus à prendre, mais voilà. Par contre là, maintenant je suis vraiment le short stack. Je suis vraiment le short stack, donc bon, je vais pas shove avec 4 et 2, mais là la pression ICM elle est là, hein. Lui qui est deuxième en stack, normalement lui devrait lui mettre la pression énormément. Bon, je fais tapis, ça passe. Fold ici, on fait tapis, ça passe, ok. Tapis, ça passe, on remonte, hein, on remonte, on approche de lui. Je fais tapis parce qu'il raise trop, ça passe, et voilà, j'ai le même stack que lui. Non, j'exagère, tout petit peu moins. Ok, bon là j'ai décidé en mode... De toute façon, il a trop à perdre ici. Faut penser que ici, s'il paye et qu'il perd, il passe à 20 blindes. Un tout petit peu moins de 20 blindes, c'est ça, hein? Ouais, un tout petit peu moins de 20 blindes, et moi je passe à 40 blindes. Du coup, il n'est plus du tout le chip leader, il devient le short stack, je deviens le chip leader. Donc imaginez l'argent que ça coûte ici de call et de perdre. Donc ici, en fait, il va fold énormément. Et là, Hunter Ace qui a craqué, qui a call As Valet off, en fait, qui est pas du tout un call. Qui est pas du tout un call, parce que il a beaucoup trop à perdre, encore une fois. Il couvre, enfin, il est devant nous deux. Il a le deuxième stack ici, s'il paye et qu'il perd. Sachant que là j'ai 6 et 5 suités, mais c'est pas la majorité du temps, en tout cas ma range perçue, donc ce que les gens vont penser que j'ai, c'est une bonne main ici. Et quand bien même, en fait, bah, As-Valet n'est pas une main assez forte pour me dominer complètement. S'il a paire de Valet, pourquoi pas. Mais As-Valet, non. Surtout As-Valet off. Donc en fait, il prend un gros risque ici de perdre et de se mettre pas bien. Alors que ben, nous deux, même si je prends le pot, je suis plus short encore. Enfin, je suis un peu devant lui, mais je suis plus short que lui, donc j'ai encore pas mal de pression ICM. Et bon, je chatte pour la beauté du geste, mais voilà. Du coup, maintenant, ce qui change, c'est que je suis le chip leader de peu. Du coup, je peux agresser lui. Le seul risque, c'est que Hunter Ace fasse tapis, mais en fait, il va pas le faire assez suffisamment la plupart du temps, donc je vais quand même open. Mais voilà, maintenant c'est plus la même évidemment, je suis le type leader. Là quand il limp, je peux faire 3 blindes et nuit, je peux checker aussi. On va pas trop parler des stratégies post-flop. Bon ok, il a limpé à suite. Ce qui est normal, hein, encore une fois, à cause de l'ICM, il peut pas raise, il peut pas shove parce que lui est short. Donc ce serait dramatique en fait de perdre. Ici j'ai fait une erreur, je pense. J'aurais dû surlancer à 8 blindes et le mettre en PLS. Donc il devrait fold énormément. Parce que je suis le chip leader. Et du coup qu'il a un risque de perdre s'il se rebelle.
Ok, j'open sur lui parce que lui est le deuxième stack, enfin le troisième stack, donc il a beaucoup à perdre. Donc même s'il défend, les c-bets normalement devront bien passer. Là il check raise, bon bah tant pis. Là j'ai fait une erreur, je dois faire 3,5 pour le coup. Je vais mettre la pression. Je repasse au même stack que lui à peu près. Là je fold parce que normalement il devrait plus trop fold, donc je vais pas faire tapis valet 5. Je tente un limp, je vais pas expliquer pourquoi je l'ai fait, je suis pas trop fan à ce moment-là de l'avoir fait de toute façon. Mais j'ai des raisons, mais je vais pas l'expliquer. Bon, on tente un bluff, ça passe. On repasse devant, donc là on est chip leader, mais pas de beaucoup non plus. On peut pas mettre max pression non plus, mais voilà, là on remonte un peu. Ok. Là normalement ils devraient jouer tranquillement. Un peu pas sous-jouer leurs mains, mais jouer slow ou pas slow, c'est pas le mot, mais small ball. Parce que ici ils ont beaucoup à perdre à jouer des gros pots en fait. Encore une fois. Call, call. Et on check, on gagne. Donc de 10 encore une fois. Je pense que là pour le coup il fait une erreur, il devrait faire tapis pré-flop. Même si avec 2-10 on veut se dire non mais je veux doubler, etc. Il a 6 blindes lui, donc si prendre un risque ici, c'est pas bon. Enfin en soi faire tapis et un risque, mais bon. Vous avez 23 blindes en combat de blindes en cat ended, paire de 10, bon c'est une très très bonne main, donc c'est pas vraiment un risque. Vous faites tapis, la plupart du temps vous prenez les blindes et vous êtes content. C'est pas à ce moment-là qu'il faut essayer de prendre des risques de trap ou de je sais pas quoi. C'est pas une bonne idée. Bon ici on shove, on a un as, ok. Là bah du coup je les couvre tous, va falloir mettre la pression à lui plutôt qu'à lui. Encore une fois une question du deuxième stack qui a plus à perdre que le short stack. Hein. Ok, on va pas revenir sur ce qui se passe. Ici je peux limp, je peux raise, ça dépend de mes stratégies. Oui, 3 bêtes, normalement il est très très armé ici. Ok, j'ai décidé de passer sur une stratégie de limp pour certaines raisons qui sont que bah, il défendait pas assez, il jouait... Enfin, ça marchait bien, là on n'a pas l'impression mais ça marchait correctement finalement. Et c'est une question aussi d'être meilleur que lui post-flop et du coup de diminuer la variance tout en augmentant les chances de gagner les coups parce qu'on est meilleur que lui post-flop. Et là, bah, du coup, il n'y a plus vraiment de notion d'ICM. Hein. Une fois qu'on est deux, ben, il y a un gros palier à prendre. Bon, faut jouer le mieux possible pour le gagner. Je sais plus exactement pour l'histoire si je l'ai gagné ou si j'ai fait deuxième. Non, j'ai fait deuxième. Bon, a priori, j'ai dû perdre pas mal de coups et j'étais très très short. Bon, même en gagnant ce coup, je passais à 13 blindes, il passait à 40. Bon, c'était pas fait du tout. Mais voilà un peu pour l'explication du coup bah, de l'ICM, des notions d'ICM et de comment il faudrait jouer, de quelles sont les stratégies possibles. Il y a plein de stratégies possibles, j'ai pas tout abordé, c'est compliqué de tout aborder sans oublier certaines choses, mais voilà. J'espère que bah, j'ai vu pas mal, j'ai vu beaucoup de choses et que j'ai pas oublié de trop de choses. Donc voilà, effectivement, il y avait des récréatifs, il y avait des réguliers, il y avait des mecs scary, il y avait des mecs PUI, donc il y avait de tout, parfait. C'est régulièrement ça en table finale. Hein. Des gens qui soit n'ont pas assez conscience de l'ICM, soit prennent trop en compte l'ICM, des paliers du départ, c'est-à-dire quand on est 9, du 8 et 7ème, alors qu'il y a une tonne au top 3, etc. Donc c'est toujours un mix, c'est un peu compliqué. C'est très compliqué l'ICM, mais c'est très important. Et il y a des logiciels comme ICMizer, où vous pouvez bosser l'ICM, c'est payant, mais voilà, c'est très bien pour bosser l'ICM. Bon, ben, cette vidéo est finie, ça fait 1 heure d'ailleurs, donc ça tombe bien. Bah, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour dire si c'est pas clair, un truc à revenir dessus, etc. Je répondrai aux commentaires. N'hésitez pas à vous exprimer, vous abonner sur la chaîne si vous le voulez. Et mettez un petit like aussi. Allez, je vous dis à bientôt pour la 7ème vidéo du coup. Allez, ciao ciao!